obrero, que nuestra liberación, militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar. Au Chili, pour célébrer le 38e anniversaire du Parti socialiste, 2000 militants entonnent un chant insolite. Musique de Rouget de Lille, mais paroles adaptées à la situation chilienne. La Marseillaise est ici le chant révolutionnaire des socialistes chiliens, une sorte de transition entre l'hymne national français et l'international. Les exploiteurs capitalistes y remplacent les féroces soldats et l'étendard sanglant brandi contre la tyrannie cède la place au socialisme qui se dresse pour chasser le présent honteux. Il y a maintenant 6 mois que la prophétie de la chanson s'est réalisée et que l'ex-sénateur socialiste Salvador Allende est président de la République. Tout à l'heure, quand un groupe d'entre vous a offert au compagnon Altamirano un portrait de l'immortel commandant Guevara, je me souvenais du privilège que j'ai eu d'être son ami et de recevoir de lui un exemplaire de son livre « Guerre de guérilla », dans lequel il avait écrit de sa main à Salvador Allende, qui, par d'autres chemins, essaye d'arriver au même but. L'ambition de cet homme de 62 ans, de ce vieux marxiste qui a dû attendre 25 ans et perdre 3 élections présidentielles avant d'accéder à la magistrature suprême, est en effet de marier socialisme et liberté. Cette liberté, après 6 mois de gouvernement d'unité populaire, où socialistes, communistes et radicaux se partagent la gestion du pays, on la sent dans la rue même, où à première vue rien n'a changé. Ni la circulation aux heures de pointe, ni la nonchalance heureuse des Chiliens, qui affectionnent tout particulièrement les vieux tacos, les grosses voitures américaines et les promenades dominicales. Seules les fresques révolutionnaires dessinées par des brigades d'étudiants spécialisés sur tous les murs de Santiago, de Valparaiso ou de Concepción évoquent une atmosphère de lutte. Une lutte pour un Chili nouveau, comme le proclame celle-ci. Le pays en a bien besoin, car 6 mois de gestion socialiste n'ont certes pas réussi à effacer les vices et les tares accumulés au cours des siècles. À Santiago, plus de 30 000 personnes vivent dans les bidonvilles, les poblaciones comme on les appelle ici. On en trouve à la périphérie de toutes les villes chiliennes, enchevêtrement de baraques biscornues, presque coquettes, sous la lumière flatteuse du Chili qui fait même sourire la misère. Ici, chaque matin, des autopompes anti-émeutes sortent de la caserne des anciens groupes mobiles, unités de carabiniers spécialisés dans le combat de rue. Depuis 6 mois, aucune manifestation n'est venue troubler l'ordre public. Les groupes mobiles, qui entre 1967 et 1970 ont eu à réprimer un grand nombre de manifestations d'ouvriers, de paysans mécontents ou d'étudiants contestataires, ont dû, faute d'emploi dans leur spécialité, se reconvertir à des tâches plus pacifiques. Avec les camions qui naguère chassaient à coups de jet puissants les manifestants de la rue, ils apportent désormais de l'eau aux habitants des bidonvilles et tirent même une certaine fierté de leurs nouvelles occupations.
Ceci n'est qu'une activité parmi d'autres. Dans les bidonvilles, la promiscuité et le chômage favorisent l'alcoolisme et la délinquance. Les hommes désœuvrés passent leur temps au bistrot et beaucoup d'enfants sont abandonnés aux tentations de la rue. Depuis 6 mois, de nombreuses écoles et garderies d'enfants sommaires ont été ouvertes un peu partout. Mais il faudra encore beaucoup de temps au gouvernement de M. Allende pour juguler complètement les séquelles du passé. Le rôle de la police féminine au Chili, c'est de soigner les enfants. Les enfants que vous voyez ici, on les trouve généralement dans la rue. Ils ont été abandonnés par ses parents ou bien ce sont les enfants qui ont quitté leur foyer parce qu'ils ne trouvent pas les conditions nécessaires à ce développement chez eux. Mais alors après, quand vous les avez ramassés dans la rue, qu'est-ce que vous en faites? Oui, les enfants sont envoyés dès le commissariat de police au juge. Et c'est le juge qui détermine le destin des enfants, s'ils vont retourner avec leurs parents ou vont engraisser à une institution. C'est-à-dire que ces enfants passent d'abord au tribunal et le juge décide de les renvoyer à leurs parents ou dans ce genre d'institution. Oui. Et il faut noter que c'est la seule police féminine du monde, je pense, qui fait un travail de prévention. Parce que si on élève les enfants du moment qu'ils sont dans la rue, on peut éviter que ces enfants deviennent plus tard des délinquants. Le jaillissement des bidonvilles découle principalement du problème agricole. C'est l'absence de débouchés à la campagne qui a drainé ces cohortes de traînes misère vers les centres urbains. Or, le Chili, qui pour une superficie supérieure à la France ne compte que 9 millions d'habitants, pourrait être la Californie de l'Amérique du Sud. À l'exception de sa partie australe, le climat y est doux et le sol fertile. La mauvaise répartition de la terre a été l'une des causes essentielles du sous-développement. 5000 grands propriétaires terriens, les terratenientes comme on les appelle, possédaient les meilleurs pâturages, les plaines les plus riches. Certaines latifundias étaient grandes comme 1, 2, voire 3 départements français. Une petite partie seulement de leurs terres arables était cultivée par des paysans mal payés. Sous le précédent gouvernement démocrate chrétien, le président de la République, Édouard Daufray, avait essayé de s'attaquer à l'épineux problème de la réforme agraire. Il avait confié à un chrétien de gauche, brillant économiste, Jacques Chonchol, le soin de préparer cette réforme. Le Parlement ratifia le projet. En 6 ans, 1 million environ de latifundias furent transformés en exploitation collective. Le rythme des expropriations aurait pu être plus rapide, mais la collusion entre l'oligarchie et la droite de la démocratie chrétienne empêcha l'application définitive de la réforme agraire. Jacques Chonchol, déçu, entra dans l'opposition, désormais persuadé qu'un changement politique radical serait nécessaire pour venir à bout des grands propriétaires. Aujourd'hui, Jacques Chonchol, ministre de l'Agriculture, applique lui-même son propre projet de réforme. En 5 mois, 500 terratenientes ont été expropriées. Il veut atteindre le rythme de 100 par semaine. Nous l'avons suivi à Linares, où tous les cultivateurs de la région s'étaient rassemblés pour l'acclamer. Sous nos yeux, entouré d'un conseil de paysans, il expédie 75 dossiers, 75 propriétés qui en quelques heures sont enlevées aux propriétaires pour être remises aux responsables locaux de la réforme agraire. Pour les milliers de paysans de Linares qui ne croyaient plus à leurs droits, Chonchol, c'est l'homme de la révolution. Vous vous déplacez toujours pour la mise en pratique de cette réforme agraire. Vous allez toujours sur les lieux où elle doit être appliquée. En général, le gouvernement a accordé qu'au lieu de que tous ces conseils aient lieu dans la capitale, à Santiago, ils soient déplacés et dans chaque province où on fait des expropriations qui correspondent à la province, on fait le conseil dans la capitale de la province. Alors il y a l'occasion de participation et d'assistance des paysans et des conseils paysans. Alors on vous a vu manipuler beaucoup de papiers. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous preniez ces papiers? C'est que pour exproprier n'importe quelle ferme d'après la loi, il faut présenter, il faut faire une étude technique et une étude juridique de la situation de la ferme pour justifier l'expropriation parce que
la propriété doit remplir certaines conditions légales pour être expropriée. C'est-à-dire qu'en général, elles sont de quelle superficie, ces usines? D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares irriguées de la vallée centrale ou l'équivalent en terre d'autres surfaces ou d'autres qualités sont expropriables par dimension. Et en même temps, on peut exproprier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée ou abandonnée. Ce sont les deux principales raisons d'expropriation. Est-ce que vous ne vous heurtez pas à une résistance des propriétaires terriens, Président? Au début, une résistance assez importante, mais maintenant je crois qu'ils commencent à voir que la décision du gouvernement, c'est d'appliquer la loi avec le plus vite possible afin de finir cette situation et de pouvoir, n'est-ce pas, redistribuer la terre aux mains des paysans d'après ce qui est établi dans la loi d'informe agraire. Près de Villarica, dans le sud du pays, M. Wagner n'a pas encore été dépossédé de sa propriété de 4000 hectares et de ses 2500 têtes de bétail, dont 10% de la valeur estimée lui seront payées au comptant et le reste en bons du gouvernement remboursable en 20 ans. Son père, un commerçant allemand qui avait fait fortune au Chili, a acheté cette terre au début du siècle et fait construire la somptueuse villa dans laquelle vit aujourd'hui la famille Wagner. Conformément à la loi, M. Wagner devrait pouvoir conserver sa demeure et 80 hectares de terre. Mais pour combien de temps? À dater du 1er mars 1971, M. Wagner est exproprié. Ça a été publié dans les journaux officiels. Et qu'allez-vous faire de sa maison? Si la maison passe dans les mains des paysans, nous installerons un centre de formation professionnelle ou une école agricole. Avez-vous la possibilité d'un recours juridique pour conserver non pas vos 4000 hectares, mais au moins une partie de votre propriété et votre maison? La loi envisage certaines possibilités que je veux utiliser jusqu'au bout pour pouvoir garder ce à quoi j'ai droit. Yo voy a usar todos y cada uno de estos caminos y no voy a dejar de preocuparme de conservar lo que es mío. Monsieur Wagner ayant été exproprié, comment se fait-il que la Cora ne soit pas entrée en possession de ces terres? Nous n'avons pas encore pris possession de ces terres à cause d'un certain nombre de problèmes administratifs et légaux, mesures du terrain, valorisation du capital d'exploitation, etc. Mais nous sommes en train d'accélérer cela. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à vos fins? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à conserver au moins le minimum? Ça, je ne suis pas pythoniste. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je peux vous dire que j'emploierai toute mon énergie pour parvenir à mon but. La loi prévoit que les propriétaires terriens peuvent garder un certain nombre d'hectares et leur habitation. Dans ce cas, comment allez-vous obtenir la maison de M. Wagner? Nous agirons en respectant la loi. Si la loi dit que M. Wagner doit garder sa maison plus 80 hectares, il la gardera. Mais nous continuerons à lutter pour que le terrain laissé passe aux mains des paysans, car nous savons que la loi a été faite par les patrons sans la participation des paysans. Si on vous prend votre maison, qu'est-ce que vous ferez? Je quitte le Chili, car je ne veux pas rester dans un pays où j'ai été répudié et rejeté dans ma qualité d'entrepreneur. Et aussi parce que je ne veux pas que mes enfants et ma femme supportent les conséquences d'un processus que je considère très injuste. De manera que me voy. Y especialmente porque no quiero que mis hijos y mi mujer sufran las consecuencias de un proceso que considero profundamente injusto. Une fois que vous avez exproprié ces propriétaires terriens, que faites-vous des terres? Est-ce que vous ne risquez pas de baisser la production agricole en morcelant ces terres entre plusieurs paysans? On ne les morcelle pas. Avec ces terres, on fait pendant 3 ans une société entre les paysans qui sont là et l'État. Et on exploite cette terre, cette ferme d'une façon collective, dirigée par les paysans et aidée par les techniciens de l'État. Après 3 ans, d'après la loi, il faut donner la propriété de la terre aux paysans. Alors l'idée, c'est qu'on va transmettre cette propriété à une coopérative formée par ces paysans, non pas en petits morceaux individuels. La seule chose qui va être donnée aux paysans individuels, c'est leur maison et un bout de terre pour leur culture personnelle.
Mais le reste sera maintenu en grande propriété coopérative, que c'est la seule façon, à notre avis, de faire une exploitation moderne, une exploitation efficiente. Au sud, près de Temuco, vivent environ 300 000 Mapuches. Ce sont les derniers Indiens du Chili. Une centaine d'entre eux viennent de se barricader dans cette propriété, ce fundo comme on dit ici, après en avoir chassé le propriétaire et sa famille. Ils l'ont rebaptisé Campement Camillo Torres. Depuis plusieurs années, les Indiens Mapuches ont été politisés par le MIR, organisation d'extrême gauche née au sein de l'université. Avant la victoire d'Allende, le MIR n'avait jamais cru que les socialistes parviendraient au pouvoir par les voies légales. S'inspirant de Guevara et de Camillo Torres, ces militants propagèrent leurs idées parmi les populations marginales qu'ils incitaient à l'action directe. Les Mapuches, dont le sort misérable n'avait jusqu'alors intéressé personne, furent particulièrement sensibles aux arguments du MIR qui leur suggérait de reprendre les terres d'où jadis ils avaient été chassés. Cependant, toutes les tentatives qu'ils firent en ce domaine dans le passé furent durement réprimées par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, convaincus de leurs droits, les Mapuches pratiquent la réforme agraire à leur manière. Ignorant les lois et les procédures administratives, ils s'emparent des propriétés qui entourent leurs réserves sans tenir compte de leur superficie. Le MIR, qui soutient politiquement le Front populaire, poursuit malgré tout son action parmi les Mapuches. Cette situation place le gouvernement qui tient à faire valoir sa fidélité aux lois et à la Constitution dans une position très embarrassante. Ana Pizarro, professeur de lettres à l'université de Concepción et militante du MIR, a vécu longtemps parmi les Mapuches. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fundo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fundo, qu'il y a 105 familles qui sont ici et qui vont combattre jusqu'à la mort. Et pour rester ici et pour travailler ce fundo qui a une extension de 400 hectares. Et avant, ils étaient dans la cordillère des Andes, alors ils étaient dans la montagne avant. Non, ils étaient réduits autour de Fundo. Ils étaient réduits, ces terres avaient été arrachées à eux avant. Ça fait 100, 200 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient autour du Fundo? Ils travaillaient pour le patron du Fundo. Mais alors, quelle était la situation justement de ces Mapuches dans la propriété? Ils avaient juste de quoi vivre, puis ils n'avaient même pas de salaire. Ils devaient travailler pour le patron. Puis le patron ne respectait pas non plus les lois sociales. Mais alors, ils ont l'air très politisés, là. Ils ont crié des slogans sur Che Guevara et tout ça. Alors là, le MIR a quand même fait un travail politique précis dans ce... Oui, c'est-à-dire, il y a le MIR, mais il y a aussi un jaillissement spontané à cause de la pauvreté même. C'est-à-dire, c'est un phénomène dialectique, au fond. Mais enfin, ils ont été quand même travaillés par le MIR pour... Exactement, par exemple, exactement. Justement, l'un des fonds de masse du MIR, c'est le mouvement paysan révolutionnaire. Par exemple, ce journal-là, qui est destiné justement aux Mapuches, là, c'est un journal qui est édité par le MIR, ça. C'est-à-dire par le mouvement paysan révolutionnaire, oui, l'un des fronts des MIR. Oui. Il dit, il n'y a pas de raison pour que la terre soit payée. Nous, on sait que les Espagnols n'ont pas acheté la terre aux Mapuches quand ils sont arrivés ici. Il suffit que la terre produise, il suffit qu'il y ait de la nourriture pour tous les Chiliens, il suffit avec ce qu'il y ait plus de production. La terre ne doit pas être payée, parce que si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air, il faudrait aussi payer le droit à l'eau. Alors, le fait que la terre doit être payée, comme l'a fait le gouvernement antérieur, c'est des mensonges du système capitaliste. Qui est-ce qui écrit ce journal? C'est-à-dire ce sont des militants du MIR, mais Mapuches? Oui, c'est justement des militants du MIR qui parlent ce langage. Alors on utilise leur même langage pour parler avec eux. Alors c'est même eux qui l'écrivent, c'est leur écriture. Et comment il s'appelle ce journal-là?
Il s'appelle El Miliciano, ça veut dire le soldat, non pas de l'armée, mais le soldat du peuple. Autrement dit, le MIR essaie d'initier les Mapuches au marxisme, sans parler de Marx, et en utilisant un langage qui leur est directement accessible. Oui, c'est que justement pour eux, le communisme est un retour à leur état naturel. Au fond, pour eux, le communisme, c'est quelque chose qui sort naturellement parce qu'ils ont une tradition communautaire. Ils vivaient toujours en communauté. Ils ont toujours vécu en communauté jusqu'à ce que le blanc leur a arraché la terre. Et puis maintenant, ils l'ont récupéré. D'ailleurs, une Thomas, on l'a fait par la violence. C'est une prise de terre sauvage, la Thomas. C'est ça, avec des armes, avec des bâtons. Et là, le propriétaire s'est sauvé quand ils sont arrivés. Oui, ils partent. Et au fond, c'était des esclaves qui sont devenus libres, finalement. C'est ça. Ils habitaient dans un état de servage. Maintenant, c'est eux qui dirigent leur récolte et tout. Et pendant qu'Anna parlait, sur la route, le propriétaire voisin. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa machine, là? ¿Por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? Il faut retirer toutes nos machines, car si les Mapuches interviennent, on ne pourra plus les sortir et ils nous les prendront. Et qu'est-ce qu'il pense de la situation? Il pense qu'elle va s'améliorer? Si usted piensa que esta situación va a mejorar. Elle peut devenir très grave, mais définitivement, je crois que ça prendra un caractère de socialisme généralisé. Septiembre, ¿cómo decirte para que tú comprendieras que hoja de calendario nunca brilló con más fuerza, nunca brilló con más fuerza? Compañeros campesinos, pobladores y estudiantes, miren el sol de septiembre, regalando luz radiante. Miren el sol de septiembre, regalando luz radiante. C'est à l'université de Concepción, la plus huppée du Chili, que le MIR est né sous Eduardo Frei. La contestation y était virulente et les bagarres presque quotidiennes. Le MIR, dont certains militants avaient fait quelques hold-up dans des banques qualifiées par eux de capitalistes, était pratiquement contraint à la clandestinité. Aujourd'hui, le MIR affiche au grand jour ses activités politiques. Je pense que le rôle progressif de l'université a été jusqu'ici un rôle de mobilisation de masse. Vous savez que le mouvement de la gauche révolutionnaire est né justement à l'université de Concepción. L'université, en tant qu'université réformée, a participé dans la mobilisation de masse dans le milieu ouvrier en même temps que chez les paysans. Quelles sont les relations du MIR et du Parti communiste chilien? Un rapprochement entre le MIR et les communistes s'est réalisé en tant qu'unité pour se mettre à face du véritable ennemi qui est en ce moment la droite, tout ce qui représente le fascisme au Chili. Le rôle du MIR au sein de l'université, qu'est-ce qu'il représente exactement ici à Concepción? Oui, c'est-à-dire qu'à Concepción, le MIR a fait changer la mentalité du monde quant à la conception de l'université. Je crois que la conception académique de l'université renfermée dans elle-même, et c'est déjà terminé. L'intellectuel en tant qu'homme de pensée est terminé avec la mort de Che Guevara, n'est-ce pas? Oui. Je crois que l'intellectuel maintenant est aussi le combattant. À Concepción, des professeurs donnent chaque soir, en dehors de leurs heures de travail et à l'intérieur même de l'université, des cours de syndicalisme aux ouvriers de la région. Juan Avila
est mécanicien à Bella Vista Tomé, la plus grande filature chilienne récemment nationalisée. L'usine a été nationalisée le 18 décembre 1970 et nous sommes très contents de travailler dans une industrie nationalisée. Car avant, on travaillait dans un système capitaliste et nos salaires étaient moins importants que maintenant. Tous les travailleurs de l'industrie se sont mis d'accord pour donner au gouvernement une journée gratuite de travail, ce qui va aboutir à une élévation du niveau de la production annuelle. Ceci est fait depuis le 1er mars. Nous participons même à l'administration et à la direction de cette industrie, ce qui va permettre d'en augmenter jour après jour la production. Avant la nationalisation, Juan gagnait 1500 escudos par mois. Il en gagne aujourd'hui 2700. À Chuquicamata, au nord du Chili, se trouve l'une des plus importantes réserves de minerai de cuivre du monde. Jusqu'alors, ce minerai était extrait par des grandes compagnies américaines. Depuis que le gouvernement a commencé la procédure de nationalisation, la plupart des techniciens américains quittent le pays. Les techniciens chiliens, qui étaient payés en dollars et bénéficiaient d'un change parallèle leur permettant de doubler ou tripler leur salaire, admettent mal d'être maintenant payés en monnaie nationale. Les ouvriers, faute d'encadrement sérieux, ont tendance à ralentir le rythme du travail. Devant la baisse de la production, le syndicat a entrepris une campagne de persuasion pour inciter les travailleurs à faire preuve de plus d'énergie et d'enthousiasme. À une trentaine de kilomètres de Concepción, la mine de Lota Schwager est la plus importante mine de charbon du Chili. Avant sa nationalisation, au début de cette année, elle était la propriété d'une société britannique. En 1962, les mineurs de Lota, qui travaillaient à la taille, firent l'une des plus longues grèves de l'histoire du Chili. Elle dura 2 mois, la famine leur fit reprendre le travail. En 1 an, le salaire des mineurs de fond a plus que doublé, et comme les ouvriers de la filature de Bella Vista, ils accomplissent chaque dimanche une journée de travail bénévole pour augmenter la production. Luchando junto a los nuestros, gracias a Manuel Rodríguez, a la Ferte y a Guevara, gracias por prender la antorcha que hoy día el pueblo levanta. A mi pueblo, Señor, que conoció el dolor y que hoy día se levanta frente en alto y cara al sol. 100 años de lucha entre Goliat y David terminaron, patria nueva, la justicia llega al fin. Quel est le rôle de l'opposition dans le Chili de M. Allende? Le Parti national, le 3e en importance, est moralement le plus grand perdant de la bataille politique qui a porté l'unité populaire au pouvoir. Est-ce que vous ne vous sentez pas menacé quand même en tant que parti qui représente non seulement les classes moyennes, mais aussi les grands propriétaires fonciers, par la réforme agraire en particulier? Notre parti ne représente pas les grands propriétaires terriens, car au Chili, il n'y en a pas. Nous représentons la classe moyenne, spécialement urbaine, de petits commerçants, des industriels, artisans, professionnels, des gens qui vivent de leur travail. Monsieur Wagner, quand vous allez aux élections, quand vous votez, pour quel parti votez-vous? Pour le Parti national, évidemment. Il n'y a pas d'autre choix. Actuellement, le gouvernement d'unité populaire a entrepris des réformes radicales, tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan industriel. Et même si un jour il y avait un changement de gouvernement, il serait difficile pour vous de revenir en arrière. Il y a un processus irréversible qui est engagé.
Quand on vous parle de sédition et de complot contre le gouvernement de la part de l'opposition, ça n'est pas vrai. Nous, l'opposition, nous avons intérêt à être fidèles à la loi et à la Constitution, car pour la première fois dans l'histoire, un régime marxiste a été élu librement, et pour la première fois aussi, le pays sortira du marxisme par une élection libre. À la gauche de la démocratie chrétienne, le plus grand parti du Chili, Radomiro Tomic, ancien candidat à la présidence, avait présenté un programme identique à celui de M. Allende. Il est persuadé que l'unité populaire ne tiendra pas longtemps si la démocratie chrétienne reste en dehors et il cherche depuis 6 mois des rapprochements possibles. Après 6 mois de gouvernement d'unité populaire, pour vous, est-ce que le bilan est positif? Je pense que oui. Pas dans tous les sens. Plusieurs des initiatives du gouvernement de l'unité populaire sont vraiment bons pour le Chili et d'accord avec ces initiatives que nous proposons dans mon programme présidentiel. Je pense que le sectarisme a été une maladie très nocive dans l'action de plusieurs éléments, de beaucoup des éléments de l'unité populaire pendant ces 6 mois qui ont passé. Est-ce que vous pensez qu'un personnage comme M. Tomic puisse un jour participer au gouvernement d'unité populaire? Si la majorité des démocrates chrétiens étaient d'accord sur le programme proposé par M. Tomic lors de la campagne présidentielle, logiquement, nous pourrions arriver à nous comprendre. Los planteamientos que hiciera el señor Tomic en la campaña presidencial, lógicamente que nosotros podemos entendernos con ellos. Además, nous le voulons aussi. Puisqu'ils prétendent être d'accord sur les réformes, cette entente peut se réaliser au Parlement et pas nécessairement au sein du gouvernement. Quand ils auront prouvé qu'ils sont vraiment disposés à participer à la révolution chilienne et que les différents partis de l'unité populaire auront envisagé et analysé un éventuel élargissement de la base politique, quant à moi, je ne m'opposerai pas, bien au contraire. Même l'armée se découvre en ce moment au Chili une vocation sociale. Sur d'énormes scrappers et de gros bulldozers, elle envoie ses hommes tracer des routes au milieu des bidonvilles. ¡Guardia, atención! ¡Ir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Ar! Disciplinés, entraînés au début du siècle par des instructeurs prussiens, les militaires chiliens ne sont pas, comme leurs proches voisins, des adeptes du pronunciamento et n'ont pas un seul coup d'État à leur actif. En général, quelle est l'attitude de l'armée face au nouveau gouvernement d'unité populaire, d'inspiration socialiste, qui compte des communistes au poste de responsabilité? L'attitude des forces armées par rapport au gouvernement de l'unité populaire, c'est la même que nous avons eue pendant toute l'histoire de Chili. Les forces armées chiliennes sont essentiellement apolitiques. C'est ça notre tradition historique et notre tradition militaire. Nous sommes apolitiques, les forces armées sont constitutionnalistes et légalistes. Sont forces armées essentiellement professionnelles. Mais quand même, il y a beaucoup de vos officiers qui sont formés aux États-Unis. Est-ce qu'ils ne reviennent pas de là-bas avec un certain état d'esprit incompatible avec les idées socialistes ou communistes? Non, monsieur, je peux vous dire catégoriquement non, parce que nous étudions à l'étranger et nous recevons seulement les connaissances militaires. Nous étudions dans tous les pays, nous avons élèves à les écoles militaires de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Argentine et aussi du Brésil. Et dans le programme,
il n'y a pas de matière de caractère politique. Il y a quand même un pacte militaire actuellement qui lie l'armée américaine et l'armée chilienne. Est-ce que les services secrets américains ne seraient pas tentés à encourager certains éléments des forces armées chiliennes à fomenter un coup d'État contre le gouvernement de M. Allende, qu'ils peuvent juger comme hostile, si vous voulez, aux intérêts américains? Non, monsieur, les services secrets d'intelligence des États-Unis n'ont pas accès à des forces armées. En conséquence, c'est impossible de stimuler un coup d'État de part de l'armée. Donc, vis-à-vis du gouvernement de M. Allende, vous continuez votre travail de la même manière qu'auparavant? Oui, de la même manière, naturellement. Et même si les Américains sont hostiles, si vous voulez, à ce nouveau gouvernement socialiste? Oui, c'est un problème de caractère politique. Et ce sont les relations diplomatiques que dirige le président de la République qui doit dire ce que nous devons faire. ¡Atención, presenten! ¡Arr! La fidèle armée chilienne, comme l'a qualifié M. Allende dans son discours du 1er mai, est depuis 6 mois restée sourde aux provocations de ceux qui ne voulaient à aucun prix d'un gouvernement socialiste.